Et merci Martin pour ce tour d'horizon que j'ai trouvé fascinant. Et donc j'ai une question, ça serait plutôt une invitation à tirer parmi tout ce que tu as déployé un fil en particulier, une mélodie si j'ose dire, qui serait la question de la narration. Puisque si j'ai bien suivi, elle est apparue à plusieurs reprises. Tu as dit par exemple que Dalhouse à un moment parle de micro-narration comme une sorte de définition de la mélodie. Après, tu as évoqué l'idée d'une mélodie narrative qui serait un concept utilisé par Torch et ou mélodie dramatique. Alors là, il y a déjà une question dans la question, quelle tension entre narration et approche dramatique. Et après, cette approche historique que tu as esquissée à la fin d'une dénarrativisation contemporaine ou récente qui aboutirait à ce que tu as appelé des micro-événements, par exemple dans les boucles justement. Donc est-ce que tu peux déployer un peu tout ça et est-ce que la question des micro-événements comme une alternative à une mélodie narrative, elle est en même temps une forme de reprendre la question de la narrativité d'une autre manière, pas seulement parce que pour le coup tu as ces boucles en appui, si on peut dire, de textes qui sont très narratifs souvent, mais aussi parce que la notion même d'une série d'événements n'est pas loin finalement d'une conception classique du récit, tout simplement. C'est vrai qu'il faudrait s'interroger un peu sur le mot narratif qui veut dire beaucoup de choses et est-ce que les théories de la mélodie peuvent enseigner quelque chose aux narratologues? Voilà, c'était la question. Ça implique en retour ta question, auquel cas il faudrait un peu nettoyer ces outils, ça c'est vrai. Disons que la mélodie dramatique, selon Torch, serait le modèle aussi de quelque chose comme d'un ensemble achevé qui va vers un point culminant et qui est structuré d'une façon logique, laquelle logique est du côté du langage, de la phrase, de la syntaxe. Et ça, il me semble que ça évolue vers la parataxe. Si je varie mes deux images. Si vous regardez par exemple l'évolution de l'élocution des présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Chirac a introduit dans les années 80 le fait d'agglutiner la fin d'une phrase au début de l'autre, d'agglutiner les débuts d'une fin de j'ai donc décidé, il disait j'ai donc décidé, c'est-à-dire le j'ai donc décidé de la phrase 2 était agglutiné à la fin de la première pour donner une sorte de continuité factice qu'on avait aussi dans l'éducation de Michel Rocard, ça a été théorisé à l'époque. Chez Sarkozy, c'est au fond une élocution qui est du côté de quelque chose comme un aboiement quand même, répété. Vous voyez, alors ça a l'air méchant de dire ça, mais il y a peut-être un terme plus neutre, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire des impulsions, des signaux comme ça. Et chez Hollande, cela se défait dans une sorte de staccato où il n'y a plus de syntaxe, où tout semble improvisé. Vous voyez, c'est à partir de là que commence à s'introduire une autre rhétorique paratactique, qui est exactement contemporaine de Tom Waits, d'une chanson que je n'ai pas eu le temps de vous faire écouter, de l'essor du rap, c'est-à-dire d'un monde de la parataxe, qui raconte à sa manière, mais qui ne veut pas de la période rhétorique ou oratoire, laquelle est, me semble-t-il, parallèle à un certain type de mélodie qui se perd dans la musique savante avec Strauss et qui perdure dans la chanson, dans la musique de film, comme My Power of Love. Voilà. Voilà ce que, je ne sais pas si c'est plus clair, mais ce serait ça. On pourrait dire syntaxe, parataxe, même si la narration est évidemment, on communique du sens de façon sensée à peu près dans les deux cas. Mais ça marche par à-coups, plutôt, par boucle. Voilà ce que je dirais. Mais c'est une hypothèse, évidemment, c'est ça que j'aimerais, à quoi j'aimerais travailler. Voilà.